Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour la troisième et dernière séance de cette formation Cap Impact. Je vais donc commencer la formation. Il me semble que le partage d'écran a disparu, donc je remets. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans le chat que vous voyez bien l'écran? Très bien, merci beaucoup. Merci donc, merci beaucoup d'être avec nous. Comme j'ai dit, c'est la troisième séance donc de notre formation Cap Impact. Donc, je vais faire un petit mot de rappel, donc bien sûr de la dernière fois. Vous présenter le sommaire de ce qu'on va voir ce matin, et après nous allons conclure comme d'habitude avec un partage de ressources. Pour la suite, je me permets de répondre peut-être tout de suite à une question qui était beaucoup posée lors de la dernière séance. Nous allons bien vous partager les supports des trois séances à la fin de la formation, plutôt la semaine prochaine avec le pont. Nous allons bien vous partager les supports avec donc les mailings que vous recevez normalement après chaque séance avec la partage de ressources et le replay. Vous allez bien recevoir les supports des trois séances. Donc voilà, je me permets de répondre tout de suite à cette question-là. Très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Donc, un petit rappel pour qu'est-ce que c'est que cette formation Cap Impact? Un petit rappel, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Cap Impact est donc une formation aux premières pas de l'évaluation. Pour rappel, ce n'est pas une formation exhaustive, ce n'est pas une formation certifiante. C'est une formation qui est vraiment dédiée à être enfin, va vous transmettre une pratique de premier niveau, une pratique accessible, actionnable pour vous dans vos pratiques tout de suite. Nous avons donc découpé cette formation en trois séances qui correspondent bien aux trois grandes phases de la démarche d'évaluation d'impact, si vous vous souvenez bien. Donc, espacé de 2 semaines, et nous sommes aujourd'hui donc à cette troisième séance, euh, voilà, de la troisième phase de l'évaluation. Comme la dernière fois, enfin les deux dernières fois, on va essayer, je vais vraiment essayer de mettre une bonne vingtaine de minutes, si ce n'est pas plus, pour vos questions à la fin de la séance. Ça va dépendre de l'avancée ce matin, mais on va bien essayer de prendre un temps pour répondre à vos questions. Ce matin, nous avons aussi une différence par rapport aux deux dernières séances. C'est que on va avoir deux témoignages à la fin de enfin, à la moitié de notre séance ce matin. Donc, ça va vous permettre d'écouter des retours d'expérience, des structures qui ont mis en place des évaluations, vous partager un peu leur expérience, leurs bonnes pratiques, leurs recommandations. Ça permet d'avoir une perspective de la pratique de l'évaluation vraiment en pratique et à quoi ça peut ressembler. Donc là, on va avoir une séance moitié comme les dernières fois, c'est-à-dire un peu descendante où je vais vous expliquer un certain nombre d'outils, d'étapes, d'activités, et après une moitié de séance avec les témoignages et avec vos questions. Et comme la dernière fois, je vais bien mettre une petite pause de 5-10 minutes au milieu, comme ça, pour respirer, pour chercher de l'eau. Voilà l'agenda de ce matin. Pour rappel, ce qu'on a vu donc lors de la séance, la dernière séance il y a 2 semaines. Donc la séance il y a 2 semaines, nous avons parlé donc de la phase de mesure, donc vraiment de mesure d'impact, donc vraiment la phase de collecte de données. Nous avons parlé donc notamment de la définition des indicateurs, qu'est-ce que c'est qu'un indicateur, comment on définit nos indicateurs en fonction de la question évaluative, nos catégories d'effets prioritaires, nos enjeux objectifs de l'évaluation, etc. Nous avons vu les différents types d'indicateurs standardisés, sectoriels, individuels, etc. Les différents types de données, c'est-à-dire quantitatives, qualitatives, objectives, subjectives, etc.
Nous avons vu tout ça ensemble et comment choisir ces indicateurs. Et nous avons vu un outil qui était un tableau d'indicateurs où on décline justement chaque indicateur. Ensuite, la deuxième activité que nous avons fait la dernière fois, c'était à partir de ces indicateurs, comment choisir la méthode qui est la plus adaptée pour la collecte de ces données, de ces informations qui sont les indicateurs. Donc, nous avons vu les quatre différentes familles de méthodes qu'est-ce que les outils de collecte de données qui sont dans chacune de ces familles. Et nous avons vu donc avec cet outil, la boussole des finalités que nous avons vu dans la première séance aussi, comment s'appuyer sur cette boussole-là pour aussi faire le choix de méthode qui est la plus adaptée, encore une fois, à la finalité de la démarche, mais aussi à nos moyens, à notre question évaluative, etc., etc. Et nous avons aussi parlé de la consultation enfin voilà, l'implication des parties prenantes pour bien tester ces indicateurs, etc. et les impliquer dans le processus de collecte de données. Et ensuite, on a terminé la dernière fois sur la passation à la collecte, vraiment, donc à partir du choix des indicateurs et des méthodes, la mise en place de la collecte de données, quantitative, qualitative. Nous avons vu notamment on avait fait un petit focus sur les pratiques d'entretien, focus group et questionnaire, donc des outils assez récurrents dans notre secteur. Et comment on met en place cette collecte avec l'outil de plan de mesure. On va identifier pour chaque indicateur auprès de qui on va collecter cette information, à quel moment du calendrier, avec quel outil concret, euh, etc. Donc nous avons un peu attiré sur la collecte, ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, pour rappel, une démarche d'évaluation d'impact, peu importe la méthode qui est choisie, c'est-à-dire que vous pouvez bien mettre en place une méthodologie d'évaluation qui soit relativement simple, c'est-à-dire ça peut être enfin, une méthode de suivi avec quelques indicateurs clés plutôt simples, avec un tableau de bord, voilà. Ou ça peut être d'aller jusqu'à une étude contrefactuelle très élaborée. Peu importe, toutes les méthodes. Dans toutes les méthodes, on retrouve ces trois grandes phases d'évaluation qui sont donc bien la structure de notre formation. Et aujourd'hui, donc, nous arrivons à la dernière phase, qui est une phase en vrai qui peut être très longue, enfin qui peut durer au long terme, qui est la phase de l'appropriation et ce qu'on peut aussi appeler la phase de capitalisation ou de valorisation. Et c'est la phase où on va utiliser les données, pardon, où nous allons utiliser les données que nous avons collectées lors de la dernière phase. Donc, quand on parle d'utiliser les données, on parle bien déjà de les analyser, parce qu'une fois qu'on les a collectées, il faut bien analyser et comprendre ce qu'on a trouvé. Et ensuite, on va utiliser les résultats pour toutes les raisons que nous avons évoquées dans notre séance d'information sur Cap Impact, c'est-à-dire les raisons pour faire une démarche d'évaluation, tous les bénéfices ou les avantages qu'apporte une démarche d'évaluation. Donc là, on va voir tout ça en détail, mais utiliser les résultats pour en amélioration, son plaidoyer, etc., etc. Et enfin, faire vivre la démarche. Et ça, c'est la partie qui peut vraiment, bien sûr, aller vraiment sur le long terme, c'est-à-dire comment on fait vivre enfin, comment on capitalise sur les résultats au long terme et dans ce sens-là, faire vivre la démarche, comment aussi on répète des démarches d'évaluation d'impact, s'assurer que ce ne soit pas une one-shot dans notre structure, mais vraiment créer une pratique d'évaluation. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cette troisième phase, utiliser les données et valoriser les résultats. À quoi sert cette étape? Donc, je viens de dire un peu, mais qu'est-ce qu'on va vraiment voir dans cette étape-là? Euh, enfin, à quoi c'est important de bien penser à cette phase de capitalisation ou appropriation? C'est parce que c'est la phase où on va s'assurer qu'on a bien des résultats qui soient solides et fiables pour démontrer ces impacts, parce que sinon, voilà, la démarche d'évaluation ne va pas être très efficace. On va s'appuyer sur les résultats et les analyses des résultats pour bien comprendre le changement réel qui soit produit par notre activité et bien sûr en comparaison avec le changement ciblé ou attendu
par notre théorie du changement ou notre cartographie des impacts. On va donner un sens au résultat, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi on a obtenu tel ou tel résultat, pourquoi la situation est comme ça, le contextualiser dans le contexte de la structure, de son territoire, etc., etc. On va assurer l'appropriation des résultats en interne dans sa structure pour toutes les raisons qu'on va voir aujourd'hui et valoriser les résultats à l'externe, bien sûr. Donc, c'est les objectifs de cette phase-là. Ce sont les objectifs. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui plus concrètement? Comme les deux dernières fois, nous découpons donc cette phase en quelques activités principales. Encore une fois, ce n'est pas des activités, là, ce n'est pas exhaustif, mais c'est les activités les plus essentielles pour cette phase-là. Et pour chaque activité, on va vous expliquer à quoi ça sert et comment ça se fait, et puis vous montrer donc des outils pour cette activité et des outils illustrés, bien sûr, avec notre fameux exemple fictif, Les jeunes dans la ville, que nous allons continuer de s'appuyer sur cet exemple aujourd'hui. Et comme j'ai dit en introduction, à la fin de ces trois activités principales, nous allons bien prendre le temps pour vos questions, pour faire une petite pause et ensuite avoir deux témoignages vers 10h45. Donc voilà l'agenda de ce matin. On peut donc bien commencer par la première activité qui naturellement soit l'analyse et l'interprétation des données. C'est-à-dire que à la fin de la dernière séance, à la fin de la phase de mesure, nous avons abouti sur notre plan de mesure et nous avons commencé à collecter les données et même clôturer la collecte de données. Donc là, logiquement, à la fin de la deuxième phase de mesure, nous avons obtenu donc les données suite à voilà, qui correspondent à nos indicateurs. Et là, il est question de les analyser, les interpréter, comprendre qu'est-ce que ça nous raconte. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire ou comment on fait concrètement un peu cette activité-là. Alors, l'analyse de données, on l'a découpée en trois étapes, si vous voulez, trois aspects. Il y a une première étape qui est essentielle, c'est avant de pouvoir analyser les données, il faut bien les traiter. Quand on parle de traiter des données, on parle de classer les données, les organiser un peu, les classer et les rattacher aux indicateurs de départ pour pouvoir obtenir des résultats comme que vous pouvez considérer comme solides, comme fiables, etc., comme j'ai dit. Et bien s'assurer que ces données que vous avez donc collectées correspondent bien aux indicateurs identifiés, qui correspondent bien à la question évaluative, et donc que vous avez bien quelque chose de cohérente qui fonctionne ensemble. Donc, si on parle de traiter les données qualitatives, dans une première étape, ça va être de retranscrire les entretiens ou les focus group, donc les entretiens à plusieurs que nous avons fait, de faire des retranscriptions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de le faire, donc c'est moins laborieux que c'était à une certaine époque. Mais voilà, enfin, traditionnellement, on va transcrire tout un entretien. Après, si pour le manque de temps, on peut aussi décider de transcrire uniquement certaines parties de l'entretien, les parties où on considère qu'on a des réponses pertinentes pour nos indicateurs. Mais on va les retranscrire. On va peut-être aussi compléter avec les notes que nous avons prises, les notes d'observation, par exemple, sur les aspects non verbaux, un peu des entretiens ou autres aspects comme ça. On va compléter tout ça, voilà, pour traiter les données. Pour les données quantitatives, on va, par exemple, si nous avons fait, voilà, si on a une centaine de réponses à un questionnaire, si on a même peut-être fait deux, trois questionnaires différents en fonction des parties prenantes différentes ou par exemple, on a fait un questionnaire avant et après. Voilà. Si on avait fait peut-être plusieurs questionnaires ou même un seul questionnaire, mais bien sûr pour plusieurs répondants, nous allons donc consolider tous ces résultats dans un seul endroit, souvent ce soit un fichier Excel ou autre. Il y a aussi bien sûr des logiciels qui sont un peu plus avancés, qui sont dédiés à ça.
Ça peut être en Google Forms aussi, et de transférer ça vers un Excel ou autre. Bon, bref. Mais l'idée, c'est de tout consolider dans un seul endroit, de s'assurer que voilà, les réponses que vous avez à différents questionnaires sont bien organisées, bien classées dans votre fichier pour éviter d'avoir des faux calculs, etc. Donc ça, c'est le premier moment de traiter ces données. Donc il faut bien un peu classer, organiser vos données avant de passer à l'analyse. Ensuite, on passe bien donc à l'analyse à proprement parler. Donc c'est-à-dire qu'on s'appuie sur ces résultats enfin ces données qui soient bien rassemblées, bien organisées, et en prenant en compte des différents types de données, quanti, quali, etc. On va les analyser. On peut avoir plusieurs manières de faire ça et je vais vous montrer bien sûr des exemples par la suite. Mais on peut avoir un espace et un outil pour analyser les données qualitatives qui soient séparées des données quanti. Ce serait plus logique. Après, il y a des manières aussi de faire ensemble. Mais l'idée ici, c'est pour, par exemple, pour les données qualitatives, on va voir est-ce qu'il y a des patterns qui émergent, est-ce qu'il y a des convergences, des différences entre les différentes parties prenantes ou au sein d'une catégorie de parties prenantes que nous avons interrogées. On va commencer à voir s'il y a des patterns ou des choses remarquables, peut-être inattendues, qui soient présents. On va essayer d'observer s'il y a des facteurs explicatifs, c'est-à-dire est-ce que dans des entretiens, on entend dans les verbatim, dans les expressions, on entend des explications de pourquoi un tel impact a eu lieu ou pas, ou moins, ou etc. On va commencer à vraiment écouter et observer tout ça. On va aussi pouvoir, dans cette phase-là, recoder les verbatims qui nous paraissent les plus importants. Donc là, on va pouvoir, et je vais vous montrer comment faire après, on va voir, ça va nous permettre d'identifier déjà où il y a quelques verbatims qui sont particulièrement puissants, qui expriment particulièrement bien cette idée, soit parce que c'est très positif, soit parce que c'est moins positif, etc. Mais en fonction de nos objectifs et de ce qu'on a cherché. On va essayer de déjà identifier quelques verbatim qui nous semblent les très intéressants pour la suite. Pour les données quantitatives, donc c'est assez différent. L'analyse va être vraiment de calculer les statistiques à partir de nos données. Donc ça peut être bien sûr des statistiques relativement simples avec des formules relativement simples, c'est-à-dire calculer les moyennes, les pourcentages en moyenne, les sommes, etc., etc. Ça peut être aussi un peu plus complexe où on peut faire des tableaux croisés dynamiques, par exemple sur un Excel ou un Google Sheet, et pour permettre de croiser entre plusieurs types de données et comprendre un peu des facteurs. Mais là, je vais vous expliquer ça un peu plus en détail aussi. Et encore une fois, via Excel, on peut faire un certain nombre de ces choses-là. Il y a aussi, bien sûr, des logiciels qui sont spécifiques sur l'analyse statistique qui vont aller plus loin si vous avez le besoin et les moyens pour faire ça. Si bien sûr sur cette analyse si vous avez fait une étude un peu de comparaison avant-après, c'est-à-dire que vous avez mené une collecte de données à un T0 ou un T1 et un T2, voire 3, 4, etc. Si vous avez fait à plusieurs reprises une collecte de données et là l'objectif de votre démarche c'est de pouvoir comparer un avant et un après. Là aussi, dans le moment d'analyse, ce serait donc, une fois que vous avez fait vos calculs statistiques et que vous avez traité vos verbatim, vos données qualitatives, ce serait de les, bien sûr, comparer et de voir quelles sont les différences de l'avant-après. Voilà, je vais vous montrer les exemples par la suite. Ce serait peut-être plus simple de voir dans le concret. Et enfin, ça permet de synthétiser les résultats qui soient obtenus. Donc, pour chaque indicateur, vous pouvez rassembler les résultats quanti et quali et les remettre en effet miroir un peu avec les indicateurs que vous avez cherchés et les valeurs cibles que nous avons identifiées. Pareil, je vais vous montrer tout ça.
Et on va faire une synthétise un peu des analyses, de l'analyse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retire vraiment de cette analyse comme information qui soit intéressante, pertinente, pour la finalité que j'avais identifiée pour ma démarche d'évaluation. Donc là, c'est aussi le moment de comparer avec ce qu'on avait projeté ou enfin, nos impacts attendus, ciblés, on va dire, et interpréter selon un certain nombre d'autres facteurs. Voilà donc les trois étapes au sein de cette activité. Donc, pour vous montrer un exemple, avec encore une fois Jeunes dans la ville. Ça, c'est le tableau donc d'indicateurs, le plan, enfin c'est le plan de mesure, pardon, que nous avons vu la dernière fois déjà. Donc ça, je vous montre juste pour rappel que ça, c'est bien le tableau d'indicateur, le plan de mesure, pardon, où on a identifié nos indicateurs qu'on va collecter, auprès de quelle partie prenante, ça correspond à quel type de données, avec quel outil on va collecter cet indicateur, c'est-à-dire est-ce que c'est un entretien, une questionnaire, etc. Et à quel moment du calendrier on va collecter cette donnée et par qui, c'est-à-dire par quelle personne de notre équipe, interne, externe, etc. Donc là, c'était un peu le grand outil de la dernière fois. Donc, à partir de ça, nous voyons qu'il y a plusieurs outils donc qui sont. Il y a juste un souci avec la couleur là. On voit qu'il y a plusieurs outils qu'on a mis en place pour la collecte de données. Et pour rappel, donc un outil de collecte, donc un entretien par exemple, peut bien sûr investiguer plusieurs indicateurs. Et un indicateur peut être interrogé par plusieurs outils de collecte. Donc là, vous voyez très bien sur le tableau comment ça fonctionne. Euh, dans cet exemple de jeune en ville, on a décidé de mener un questionnaire et des entretiens individuels auprès des jeunes bénéficiaires qui soient accompagnés par notre projet et de mettre en place aussi des focus group ou des entretiens collectifs avec plutôt les accompagnateurs pour collecter leurs perspectives aussi sur les jeunes accompagnés. Donc comme ça correspond enfin ça nous permet de répondre aux indicateurs qui soient à gauche comme la confiance des jeunes dans leur projet, l'amélioration de la confiance dans les acteurs de l'accompagnement, les interactions sociales et l'augmentation des interactions sociales, et l'estime en soi selon cette échelle standardisée. Voilà l'objet sur lequel on a terminé notre phase de mesure la dernière fois. Donc, à partir de ça, imaginons que nous avons donc collecté les données. Voilà des exemples de à quoi peuvent ressembler des outils de traitement de données. Donc, ça, c'est vraiment pour la phase traitement, pardon, traitement de données. Donc, il y a plusieurs, comme j'ai dit, il y a plusieurs outils et logiciels qui existent pour traiter et analyser les données, donc qui sont plutôt payants. Donc, il y a certains logiciels qui existent spécifiquement pour le traitement et l'analyse de données qualitatives et d'autres quantitatives, et certains qui font les deux. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, vous appuyer tout simplement sur un Excel, un Google Sheet ou voilà d'autres outils que vous avez probablement déjà, dont vous avez déjà usage. On peut tout à fait faire comme ça. Euh, à gauche, donc ce que vous voyez à gauche, c'est un tableau de traitement pour les données qualitatives. Quand on fait l'analyse de données qualitatives, on parle souvent d'analyse thématique. C'est-à-dire que nous aurons identifié souvent des grandes thématiques au sein de notre catégorie des faits. Les thématiques peuvent être un peu plus large qu'un indicateur. Par exemple, la thématique, ça peut être le projet professionnel, le lien social, etc., la relation avec les accompagnateurs. Et on va donc créer des colonnes avec les différentes thématiques et les lignes avec donc les différents entretiens, donc les différentes personnes que nous avons interviewées. Et soit on peut rentrer les verbatims directement dans les cases, c'est-à-dire, OK, j'ai entendu personne une parler de cette thématique de cette manière-là.
Donc pour il ou elle, la thématique de cohésion sociale, de lien social, soit représentée, pensée comme telle, et je mets le verbatim direct, par exemple. Ça peut être aussi tout simplement de cocher les cases, c'est-à-dire enfin, de mettre un X ou de cocher quand la thématique est abordée par un interviewé, parce que peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir un verbatim pour chaque personne, pour chaque thématique, mais plus juste savoir si c'est quelque chose qui est bien ressenti ou bien exprimé par la personne ou pas, parce que ça peut être déjà un certain niveau d'information. Voilà, mais ça vous permet de faire voilà, comme vous voyez, c'est une analyse assez simple, c'est un outil assez simple, mais ça permet déjà de collecter aussi les verbatims, de déjà pouvoir identifier les verbatims que vous pouvez avoir envie de mobiliser par la suite. Et puis, bien sûr, de voir s'il y a des recurrences qui émergent, des fortes différences entre personnes, entre thématiques, etc. Et là, nous avons plusieurs donc feuilles, certaines, enfin, en fonction des parties prenantes que nous avons interrogées, parce que, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de faire une analyse par rapport à la typologie de parties prenantes et éventuellement de comparer ou de voir, voilà, voir des différences ou pas, etc. Euh, Est-ce que je vous ai tout dit? Je pense. Alors, ce que je peux peut-être rappeler ici, si je ne l'ai pas dit la dernière fois, c'est que il est bien sûr essentiel dans la collecte et l'analyse des données de bien respecter l'anonymat de vos interviewés et de vos enquêtés. Donc là, dans votre tableau, soit vous mettez vraiment entretien 1, 2, 3, etc. Vous mettez interviewé 1, 2, 3. Soit vous pouvez donner des noms codes. Vous pouvez changer leur prénom pour d'autres prénoms parce que ça aide d'avoir un prénom. Mais en tout cas, il faut bien respecter l'anonymat des répondants. C'est essentiel pour la bonne posture éthique dans la collecte et l'analyse de données. Ce qui est vrai pour les données quantitatives aussi, bien sûr. Voilà. Ici aussi peut-être quelque chose que je peux rajouter sur le tableau, si c'est pertinent pour votre étude, vous pouvez bien sûr aussi avoir dans ce tableau ou dans un autre tableau marqué pour chaque entretien. Donc par exemple, comme c'est anonyme, vous allez avoir entretien 1, vous pouvez aussi marquer quelque part en commentaire ou même carrément avoir des colonnes différentes pour indiquer des catégories sociales ou démographiques de la personne. Par exemple, peut-être que vous voulez indiquer l'âge de la personne, leur genre ou autre information pertinente comme ça. Si ça va être quelque chose que vous souhaitez analyser, peut-être que vous avez envie de comparer entre une catégorie d'âge de 18 à 20 ans avec 20 ans à 23 ans. Et dans ce cas-là, c'est intéressant de l'indiquer pour comme ça que vous voyez s'il y a effectivement des patterns qui émergent entre ces deux catégories-là. Voilà, donc tout ça, c'est pour les données qualitatives. Vous allez déjà, en fait, l'exercice de vraiment de remplir ce type de tableau, vous allez déjà voir en faisant cet exercice, vous allez déjà vous remarquer d'un certain nombre de choses. Ça va vous déjà faire poser un certain nombre de questions, mener à des réflexions, des observations, etc. Donc c'est aussi dans le processus de réécouter, de transcrire ces entretiens, de remplir le tableau, qu'on se rend compte de certaines choses, que le travail d'analyse vraiment se met en place. À droite, vous avez donc un tableau de traitement de données quantitatives, pareil avec un fichier Excel. Nous avons donc voilà, une feuille avec des résultats de nos questionnaires où, par exemple, on avait imaginé que les réponses à nos questions vont de 1 à 5 parce qu'on a demandé à nos enquêtés de donner des réponses sur une échelle de 1 à 5. Et donc, on a tout simplement les résultats qui correspondent à des différentes questions de notre questionnaire directement. Mais bien sûr, vous avez peut-être des réponses qui sont différentes, mais voilà, ça c'est une version un peu plus simple. Vous avez donc
un tableau qui permet de suivre les résultats. Pareil, ici, vous pouvez avoir une autre feuille ou un autre tableau quelque part avec les informations plus démographiques, comme j'ai dit, de la personne. Peut-être que voilà, vous avez peut-être fait une collecte auprès de plusieurs territoires, plusieurs catégories de personnes, etc. Il est intéressant de distinguer parce qu'ensuite, c'est là où ça va vous permettre de faire des tableaux croisés dynamiques, par exemple, et de voir si, en fonction d'une certain âge ou territoire ou autre, la réponse change. Donc, il faut absolument avoir d'autres feuilles avec ce type d'informations collectées si vous souhaitez faire ce type d'analyse croisée. Donc après, j'ai une deuxième feuille donc qui est pas montrée, mais c'est la feuille résultat et c'est là où on va trouver donc effectivement les calculs à partir de ces données-là. Donc ça va être des calculs relativement simples, le pourcentage en moyenne voilà de jeunes par exemple qui ont confiance dans leur projet, qui disent avoir très confiance dans leur projet, donc de 4 à 5, on va imaginer ça. Voilà, donc on va faire tous les calculs qu'on souhaite sur une autre feuille et puis faire le tri entre les calculs qui nous semblent les plus pertinentes pour notre finalité. Euh, donc voilà, j'en ai parlé des tableaux croisés dynamiques. Je pense que c'est tout. On va avancer parce que je vois le temps qui tourne. Donc voilà pour la phase d'analyse. Encore une fois, ça c'est une manière d'analyser les données avec des outils qui soient relativement simples et accessibles. Mais bien sûr, en fonction de vos besoins et vos moyens et le périmètre que vous donnez à votre démarche, ça peut aller bien plus loin avec des logiciels spécialisés ou des modèles de calcul statistique, etc., plus avancés. Alors, ensuite, maintenant qu'on a analysé les données, on va faire une synthèse un peu de l'analyse des données et puis passer à l'interprétation de ces analyses. Donc là, on distingue un peu entre analyse et interprétation. Ce n'est pas toujours des étapes séparées. Là, on vous montre comme ça pour faire vraiment étape par étape, mais vous avez le choix, bien sûr, entre comment faire. Mais ce qu'on vous propose, c'est une fois que vous avez donc traité, analysé les données avec les outils que je viens de montrer, vous allez donc prendre ces analyses-là et les regrouper, les consolider dans un endroit pour prendre un peu plus de la hauteur sur le sujet. Et donc, c'est le moment où on contextualise un peu les résultats, on cherche les facteurs explicatifs, pourquoi j'arrive avec cette analyse-là, quelles sont les différences que j'ai vues entre différentes parties prenantes, entre différentes catégories de personnes, d'âge, de autres choses, etc. Donc là, on a reparti, on est toujours avec notre exemple jeune dans la ville. Et là, on est reparti donc des indicateurs, les mêmes indicateurs que vous avez vus sur le tableau de plan de mesure. Et on fait une petite synthèse. Donc là, c'est assez succinct avec des puces. Vous pouvez bien sûr faire beaucoup plus long avec un document long. Enfin voilà, c'est à adapter en fonction, encore une fois, des périmètres et besoins de votre démarche. Mais ce que vous voyez, c'est donc par exemple, pour l'indicateur, quelle est la part des jeunes qui ont davantage confiance dans leur projet personnel grâce donc à l'accompagnement de jeunes dans la ville. On retire de notre analyse des données que globalement, les bénéficiaires ressentent peu d'évolution. Il y a une différence marquée selon les jeunes qui sont rentrés dans le dispositif volontairement et ceux qui sont rentrés dans le dispositif sur prescription. Donc là, c'est ce moment-là où on a croisé, on a comparé un peu différentes catégories-là et on peut faire une conclusion, voilà, on peut conclure qu'on voit une vraie différence. Pour les jeunes qui rentrent de manière volontaire dans le dispositif, on voit une augmentation de confiance en soi de 45%. Voilà, ça c'est notre donnée quantitative. Et on voit que chez les accompagnateurs que nous avons interviewés aussi, eux, ils constatent donc plutôt une évolution dans la posture des jeunes accompagnés, notamment sur les aspects professionnels, etc. Donc on voit, ça nous permet en fait de soutenir ou de compléter le premier résultat.
avec un autre. Ça permet de encore justifier ou crédibiliser aussi le premier résultat avec un deuxième qui va dans le même sens. Euh, donc, pour chaque indicateur que vous voyez, on pose une analyse des résultats qu'on a constaté dans l'étape précédente avec les outils, donc à partir des chiffres des verbatims. Comme j'ai dit, l'analyse peut être vraiment proposée en format différent, liste à puce un peu rapide comme ça, dans un grand tableau fichier, dans un note très complète, etc. Ça va vraiment dépendre des temps disponibles et la complexité aussi de, bien sûr, des indicateurs, des données que vous avez complétées. Euh, c'est là où on peut aussi peut-être déjà noter s'il y a eu des décalages par rapport à nos attentes ou des décalages entre différents types de parties prenantes ou enfin voilà, s'il y a des faits remarquables, un peu comme ça, qui émergent de l'analyse. Euh, on se rend compte, enfin là par exemple, avec le premier indicateur, on se rend compte qu'il y a une vraie différence entre les deux types de jeunes qui soient accompagnés par notre projet. On voit qu'il y a une vraie différence entre ceux qui rentrent de manière volontaire et pas. Donc là, c'est un résultat qui est très intéressant parce que on constate effectivement que là, il y a quelque chose à peut-être investiguer, améliorer, mettre en place pour cette deuxième catégorie ou pas, mais voilà, en tout cas, ça nous permet de vraiment tirer des enseignements qui vont être utiles pour la suite. Euh, donc voilà pour le deuxième indicateur, je vais peut-être pas rentrer plus en détail. Vous voyez très bien que là on parle donc des partenaires locaux d'accompagnement et ce qui est ressenti. Là, on est que sur du qualitatif. Sur la troisième indicateur, donc la taux des jeunes qui ont davantage d'interactions sociales grâce à l'activité. Là, on va avoir plutôt des données quanti. Et c'est là où on a une comparaison. Donc, grâce à notre analyse, on a une comparaison entre l'avant et l'après. Parce que là, on voit à l'entrée du dispositif, quand on a fait un premier collecte, il y a voilà, on a un quart des jeunes accompagnés, enfin, qui vont être accompagnés, un quart des jeunes qui avaient des relations sociales hors leur cercle familial, amical, voilà. Et après 6 mois de dispositif, ça a augmenté à plus que la moitié. Donc là, on peut constater une vraie différence. Là, on va avoir des vrais éléments de preuve. Ce que je voulais aussi vous montrer avec ce type de tableau et ce type d'exemple, c'est que l'analyse des données n'est pas simplement un chiffre isolé. On aurait pu bien sûr avoir ici à gauche l'indicateur, la part des jeunes qui ont davantage confiance en leur projet et simplement mis 45% à droite. Mais si on avait fait comme ça et on avait uniquement mis un chiffre tout seul, 45% à droite, ça nous aurait pas donné beaucoup d'explications de pourquoi et comment et ça n'aurait pas non plus nous donné beaucoup d'éléments de récit ou de valorisation de ces résultats pour la suite. Donc, c'est beaucoup moins intéressant de faire l'activité de vraiment analyser, de comprendre le 45%, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. C'est beaucoup plus intéressant. Donc, on vous montre cet exemple aussi pour vous encourager d'aller un peu plus loin dans votre analyse et de réfléchir à déjà dans cette partie-là, comment vous raconter, contextualiser, expliquer les résultats. Et ça va bien sûr faciliter ça va faciliter la suite, c'est-à-dire la capitalisation interne-externe, mais ça va aussi rendre plus efficace la capitalisation que vous allez faire. Voilà, que c'est beaucoup moins intéressant de tout simplement juste répéter ou copier-coller des chiffres, mais vraiment de les expliquer, de les contextualiser. Voilà. Donc, quelques bonnes pratiques pour cette phase-là. On vous propose un petit checklist à la fin de la phase d'analyse pour voir si vous êtes bien avancé dans l'analyse. Donc, est-ce que j'ai bien pris en compte les caractéristiques de la population interrogée? Donc, ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que j'ai bien traité les résultats par partie prenante? J'ai pas fait des combinaisons un peu.
Est-ce que j'ai bien affiné mes hypothèses à partir des données collectées? C'est-à-dire, est-ce que je suis allée revoir un peu mes impacts attendus à partir des données que j'ai pu avoir? Ça, c'est plutôt pour les données quanti, pour les données quali. Est-ce que je note bien les différences, similarités, les convergences, divergences entre les personnes ou les catégories, etc. Est-ce que j'ai bien fait attention au biais de confirmation? Ça, c'est important aussi, c'est-à-dire que est-ce que en réécoutant dans la phase de transcription des entretiens, en réécoutant les entretiens, est-ce que j'ai un peu dirigé les personnes vers une réponse que je souhaitais? Est-ce que j'ai posé les questions d'une manière où c'est plus fermé et donc j'ai pas pu ouvrir en fait à d'autres types de réponses, etc., etc. Donc là, c'est un peu des questions à se poser lors de cette phase-là. On va avancer parce que je suis déjà en retard. On va avancer donc sur la phase interprétation. Donc l'interprétation des analyses, c'est juste un cran plus loin. Si vous avez bien fait la phase enfin l'étape un peu d'analyse de données, ça va aller assez vite, mais il s'agit vraiment dans l'interprétation de prendre cette synthèse d'analyse que on vient de voir, de le comparer à la valeur cible que nous avons identifiée dans la dernière phase. Si vous vous souvenez bien, c'était une des activités que nous avons vues il y a 2 semaines. C'était d'identifier des valeurs cibles pour chaque indicateur. Et à partir de donc cette un peu mise en perspective du résultat avec les valeurs cibles, on va pouvoir faire une interprétation avec un peu plus de hauteur, on va dire, comme ça. Donc, l'idée, c'est de voir à partir des analyses, enfin à partir des résultats qu'on a eus, comment ça se compare aux changements qu'on attend, comment ça se compare à notre vision un peu de l'impact qu'on générait avec notre théorie du changement, etc. Et on va pouvoir donc, comme ça, un peu affiner encore plus les résultats qu'on a trouvés. Ça va permettre de donner un peu plus de sens aux résultats parce que on aurait comparé, on aurait pris en compte un peu plus le contexte de la structure et les enjeux un peu derrière. Donc il y a plusieurs manières d'interpréter. Peut-être que vous n'avez pas identifié des valeurs cibles ou ce n'était pas pertinent d'avoir des valeurs cibles et donc l'interprétation, ça va être plutôt de poser la question, est-ce que je vois des différences importantes entre différents publics interrogés? Donc avec notre exemple, il y a une différence assez importante entre les jeunes qui rentrent dans le dispositif de manière volontaire ou pas. Voilà, ce type de choses. Est-ce que je vois une différence importante et pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer cette différence-là? Donc, c'est de l'interprétation, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence-là? Est-ce qu'il y a des signaux? Est-ce qu'il y a des explications dans vos entretiens, dans autres données qui expliquent pourquoi il peut y avoir une telle différence? Est-ce qu'il y a un décalage avec l'impact qu'on imagine avoir ou voilà, oui, l'impact qu'on imagine voir, etc., etc. Est-ce qu'il y a des effets qu'on a peut-être identifiés ou peut-être l'impact de la confiance en soi, pour nous, c'est le plus important, mais lorsqu'on parle aux jeunes, on se rend compte que c'est en fait le lien social qui est beaucoup plus important que la confiance pour eux. Enfin voilà, c'est tout ça où on va commencer à comprendre, ah bah peut-être notre impact, il se situe beaucoup plus ailleurs ou d'une manière un peu différente de ce qu'on aurait projeté. C'est là où toute la pratique de mesurer, d'investiguer notre impact devient vraiment hyper intéressant. Donc voilà, donc on peut aussi imaginer de aussi comparer avec les valeurs cibles. Est-ce que les résultats que nous avons eus sont largement en dessous, au-dessus, etc., de ce qu'on attendait? Donc là, on voit que notre valeur cible était plus de 50% et on n'en est pas là, on est à 45. Donc c'est pas loin, mais on n'a pas obtenu notre valeur cible. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On voit que chez les accompagnateurs, il y a un décalage aussi entre la perspective et on va peut-être chercher à comprendre pourquoi.
C'est là aussi où, si vous avez déjà mené une évaluation d'impact par le passé, imaginons que vous avez déjà collecté les données par le passé, vous pouvez regarder s'il y a des évolutions par rapport à certains résultats, donc comparer avec le passé. Si vous avez fait dans votre phase de préparation, si vous avez fait un petit benchmark ou échange avec d'autres acteurs du même secteur ou qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous, qui ont mesuré leurs impacts, si vous avez pu faire un petit benchmark, c'est le moment où vous pouvez un peu comparer avec les autres. C'est pas forcément une comparaison scientifique, on va dire, une comparaison officielle que vous pouvez faire, mais ça donne quand même un peu une idée de où est-ce que vous vous situez par rapport à d'autres. Donc ça peut être aussi une comparaison intéressante et qui vous permet un peu de réfléchir sur ça. J'avance. Voilà, vous avez d'autres d'autres indicateurs que nous avons vus dans notre plan de mesure. Donc, par exemple, l'amélioration de confiance des jeunes dans les différents acteurs d'accompagnement. Là, notre valeur cible, on n'avait pas de valeur cible, c'était tout simplement on cherchait à mieux comprendre cette relation-là. Donc là, il n'y a pas d'interprétation particulière à faire par rapport à la valeur cible. C'est juste qu'on voit que les jeunes sont plus engagés avec leur démarche auprès des acteurs locaux d'accompagnement. Donc, ça signale peut-être l'importance de l'ancrage local de l'association. Voilà, ça nous donne des éléments de compréhension. J'avance parce que je suis un peu en retard. Dernier indicateur, par exemple, voilà, pareil, on cherchait à avoir une valeur cible de plus de 50%. On voit qu'on est à 57, donc on peut interpréter qu'on est plutôt aligné avec nos objectifs sur cet aspect-là. Et voilà, et que on est plutôt aligné avec l'impact qu'on souhaite avoir. Quelques bonnes pratiques pour l'interprétation de données. Là, pareil, on vous propose un petit checklist un peu des questions à se poser pour cette activité-là. Donc là, on vous recommande, comme pour plusieurs étapes, surtout dans l'activité, dans la première phase de l'activité, de préparer sa théorie du changement ou sa cartographie des impacts. On vous a beaucoup parlé de l'intérêt de faire ça en intelligence collective, c'est-à-dire en atelier ou en comité à plusieurs. Là, c'est pareil pour l'interprétation. Ça peut être un exercice très intéressant d'avoir plusieurs perspectives sur les mêmes résultats, notamment dans la partie expliquer pourquoi un résultat, vous avez obtenu tel ou tel résultat, avec le contexte. C'est quelque chose qui est forcément multifactoriel et donc c'est intéressant d'avoir les perspectives de plusieurs et notamment des parties prenantes. Et c'est là où il faut bien sûr être vigilant d'avoir bien respecté l'anonymat des réponses si vous ouvrez à d'autres regards, enfin voilà, si vous montrez les résultats à d'autres personnes. Il faut bien penser à contextualiser le plus que possible les résultats, donner des éléments d'explication pour les résultats qui sont liés à la structure, au projet, le territoire, les types de bénéficiaires, etc. Contextualiser parce que chaque projet, chaque territoire, chaque démarche, chaque étude est fortement contextuelle, peu importe qui on est, où on est. Aussi, bien sûr, vous ouvrez et ouvrez vos yeux un peu aux résultats inattendus. Il peut y avoir des choses soit qui correspondent pas aux valeurs cibles, soit voilà qui apparaissent, qui sont ouvertement un peu plus négatifs ou critiques, etc. Bien sûr, assumer ou laisser de la place un peu pour ces résultats-là. Et notamment dans l'analyse, ne pas juste chercher les infos qui vous permettent de valider une hypothèse ou de valider un impact positif, et de piocher les meilleures données qui correspondent à cette hypothèse, d'être plus dans une honnêteté intellectuelle aussi dans la manière que vous traitez les données. Et de veiller à ne pas attribuer les résultats trop facilement. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer un certain résultat et donc de bien prendre ça en compte dans votre interprétation. Voilà, donc maintenant qu'on a fait l'analyse et l'interprétation, on arrive à donc l'usage interne des résultats. Donc là, on a découpé
cette partie-là en utilisation interne et utilisation externe des résultats, parce que c'est plus simple pour la formation, mais bien sûr, les deux sont liés et vos stratégies de capitalisation interne et externe des résultats vont forcément être liées. Donc là, on vous a coupé ça en deux parties, mais bien avoir en tête que c'est bien sûr des choses qui soient liées. On peut avoir tendance à peut-être imaginer qu'une fois qu'on a collecté, analysé les données, notre démarche d'évaluation est finie et en passer à autre chose. Mais bien sûr, si on avait pris le temps et les ressources pour mener une démarche d'évaluation, c'est parce qu'on a envie de tirer les enseignements, on a envie de faire quelque chose avec ces enseignements. Et donc, c'est là la partie utilisation des résultats ou capitalisation des résultats internes, externes, où on va vraiment pouvoir faire ça. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu long, mais qui est essentiel si on veut bien être dans une démarche d'évaluation qui soit utile pour notre projet, pour nos bénéficiaires, etc. Comme c'est une activité, en fait, les deux activités qu'on va voir, donc l'utilisation en interne et l'utilisation en externe, c'est deux activités qui sont moins techniques dans le sens de ce qu'on a vu avant. Ce sont des activités qui sont moins orientées autour des outils, des méthodes, des théories un peu spécifiques, puisque c'est plus, enfin déjà c'est plus spécifique à chaque structure, à chaque contexte, et aussi c'est un peu plus stratégique, un peu ou macro un peu. Donc là, on va vous montrer quand même quelques étapes et quelques outils, mais c'est là où on va vraiment ça va être intéressant d'avoir nos témoignages qui vont vraiment nous raconter un peu plus le comment faire. Euh, voilà. Donc, comment on utilise en interne les résultats que nous avons obtenus de notre démarche d'évaluation. Dans la partie interne, on va surtout penser aux pistes, donc pistes d'utiliser les résultats. On va surtout penser aux pistes d'amélioration et innovation basées sur les impacts. C'est le moment qu'on va regarder nos résultats et dire qu'est-ce qu'on peut améliorer ou apprendre grâce à ces résultats-là. Qu'est-ce que ça nous enseigne pour notre projet, pour le fonctionnement de nos activités, pour nos équipes, pour nos bénéficiaires, etc. Et on va remettre les résultats d'impact dans l'ensemble du pilotage du projet. Et on va aussi essayer de créer une culture autour de l'impact en interne, de pérenniser un peu la pratique. Donc, comment on fait concrètement? Il y a trois moments, trois éléments à avoir en tête. Il y a déjà tout ce qui relève un peu du bilan, c'est-à-dire une fois qu'on a posé son analyse et son interprétation, prendre un peu de recul et de regarder les résultats dans leur globalité. Faire avoir, donc, de dire est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a vraiment des décalages avec ce qui était attendu? Est-ce qu'il y a des effets inattendus, involontaires, négatifs ou positifs? Peut-être qu'il y a un impact qu'on ne savait pas du tout qu'on avait et en fait, on découvre qu'on a un impact sur un aspect de la vie de nos bénéficiaires qu'on n'aurait pas pensé, etc. Est-ce que notre impact touche peut-être d'autres publics qu'on aurait pensé, etc. C'est le moment de prendre du recul et de voir tout ça. Euh, D'avoir aussi un regard un peu critique sur ça, c'est-à-dire, voilà, pourquoi est-ce qu'on aurait pu obtenir un tel ou tel résultat et qu'est-ce que ça nous dit un peu sur notre projet, nos activités. Et aussi, bien sûr, là, pour la phase du bilan, bien sûr, c'est intéressant de mettre tout ça en intelligence collective, mettre ça en dialogue, en échange en interne, s- comment dire, s'appuyer ou profiter de ce moment-là pour avoir des séminaires en interne ou des ateliers où on pose certains éléments sur la table et on parle du pilotage et on rentre dans le macro un peu des choses, c'est intéressant de profiter de ce moment-là pour rediscuter en interne de notre fonctionnement, notre vision, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on constate, etc. C'est vraiment ça peut être très fructueux, tout ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ce bilan-là, on va mettre ces constats et ce bilan, bien sûr, en question d'amélioration. On va identifier quels sont les résultats qui peuvent ou qui devraient mener à une amélioration de nos projets parce que on n'a pas l'impact
autant qu'on aurait souhaité, ou parce que notre impact est légèrement ailleurs, ou etc. Ou j'ai déjà bien eu l'impact que je souhaite et donc je vais peut-être déprioriser un peu ce sujet-là et mettre des moyens sur d'autres choses, d'autres activités ou d'autres projets et reprioriser un peu mes activités, etc. Mais c'est tout ce temps-là de penser à qu'est-ce que ces résultats veulent dire nous pour le pilotage du projet et comment je peux améliorer mes pratiques en fonction de ça, améliorer mes relations avec mes bénéficiaires ou mes parties prenantes peut-être, etc. On peut même prendre, à partir des résultats et du bilan, formaliser un plan d'action où on fait un lien entre les résultats obtenus et une action d'amélioration qu'on va mettre en place et un indicateur qui nous permet de suivre si bien l'amélioration a eu lieu. On peut aussi mettre en place un peu un plan d'action pour une collecte de données par la suite. Peut-être on se dit qu'il y a un indicateur qui est très intéressant à suivre tous les ans et donc on va faire ça tous les ans, etc., etc. Et c'est le moment qu'on peut aussi donc penser à l'appropriation, c'est-à-dire l'appropriation, c'est comment on diffuse les résultats et les enseignements qu'on tire des résultats en interne. Donc là, on est uniquement sur l'interne. Comment on les diffuse en interne? Peut-être que vous n'allez pas partager exactement les mêmes résultats à tout le monde ou de la même manière. Comment vous allez expliquer ces résultats et les décisions prises en fonction de ces résultats? Comment vous allez expliquer tout ça en interne? Comment vous allez mobiliser les équipes internes autour de tout ça pour pouvoir mettre en place l'amélioration qui est nécessaire, donner la motivation aux équipes pour le faire, tout ça, tout ça. Euh, voilà, j'avance parce que je suis encore une peu en retard. Donc là, on vous propose un outil, mais bien sûr, vous pouvez adapter, c'est assez simple, donc vous pouvez adapter, ça peut prendre plein de formats différents, ça peut être vraiment l'objet d'un atelier ou autre chose en interne, mais il est quand même intéressant de formaliser un peu ces trois activités-là du bilan d'amélioration d'appropriation. Donc là, on vous donne un exemple avec Jeunes dans la ville. Avec le bilan, c'est que notre activité permet bien aux jeunes accompagnés de développer des nouvelles interactions sociales, à améliorer la confiance en soi des jeunes, mais beaucoup plus pour ceux qui entrent de manière volontaire dans le dispositif, etc. Et donc l'amélioration qu'on identifie, c'est qu'on va créer deux parcours différents pour ces deux publics parce qu'on voit que il n'y a pas exactement la même expérience ou les mêmes besoins, et on va mieux analyser les besoins et les situations spécifiques de départ pour les jeunes qui rentrent dans le dispositif par prescription parce qu'on se rend compte que notre impact est plus faible chez eux. Comment on va approprier ces résultats en interne? On va les présenter lors d'un séminaire annuel qu'on fait pour l'association. On va organiser un atelier en interne et un groupe de travail pour travailler sur les besoins de ce public cible. Donc voilà un exemple un peu de comment on peut tirer des enseignements d'amélioration pour son projet à partir des résultats concrets et des données concrètes de notre évaluation. Une petite fiche pratique de bonne pratique pour cette phase-là. De bien penser quand on mobilise un peu les personnes en interne et autour de l'appropriation et l'amélioration des résultats. Bien penser à diffuser la culture d'impact, à bien embarquer les différentes personnes dans la pratique de comment on peut peut-être mettre en place plus d'outils, sensibiliser les différentes parties prenantes aux enjeux qui sont soulevés par notre démarche d'évaluation. Peut-être il y a une adaptation nécessaire à faire par rapport à différents métiers en interne ou différents statuts, par exemple bénévole versus salarié, etc. Comment on peut favoriser l'autonomisation des pratiques? Est-ce que si on identifie un indicateur à suivre de manière plus régulière, comment on peut autonomiser cette pratique-là pour que ce soit moins coûteux ou laborieux pour nos pratiques? Peut-être qu'il y a une manière de l'intégrer dans d'autres projets, fiches de poste, etc. On peut organiser, voilà, comme j'ai déjà dit, des groupes de travail ou ateliers spécifiques où on peut peut-être prendre ou même une piste d'amélioration qui semble vraiment prioritaire et faire travailler nos équipes en intelligence collective autour de ça. Pour tout ce qui est un peu l'outillage en interne à partir de l'évaluation.
Voilà, comme j'ai dit, de bien un peu penser à la suite, c'est-à-dire quels indicateurs je veux collecter à court terme, à moyen terme, à long terme, pour continuer ce processus. S'appuyer sur sa théorie du changement ou sa cartographie des impacts, parce que comme je vous ai bien dit dans la première séance, cet outil-là est vraiment un outil de pilotage de projet à la base. C'était vraiment conçu pour ça à la base, cet outil. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de se projeter sur une vision du long terme de comment est-ce que le changement a lieu, que je cherche à créer a lieu et quelle est ma contribution à ce changement-là. Donc, vraiment s'appuyer sur cette théorie du changement que vous avez établie pour penser au pilotage et à la vision long terme du projet et de le revoir de manière régulière parce que ça peut bien sûr évoluer en fonction du contexte, en fonction du projet, en fonction de plein de choses. C'est quelque chose qui peut évoluer. Donc n'hésitez pas à revoir ça et à vous appuyer sur ça en interne pour d'autres aspects. Et peut-être bien penser à la simplification aux données. Donc ça, c'est voilà, si vous avez besoin de mettre en place des choses pour que accéder aux données la prochaine fois, ce serait plus simple. Je ne vais peut-être pas prendre le temps de vous. On a quelques recommandations qu'on souhaitait vous partager pour l'utilisation interne et externe des résultats. Mais toutes ces recommandations sont bien présentes dans une publication qui est disponible sur le site Lavise, qu'on va vous montrer à la fin et vous partager le lien par la suite. Donc, je vais peut-être pas prendre le temps vu que je suis en retard et que vous avez accès, vous aurez accès à cette publication par la suite. Mais sachez qu'on a une publication qu'on va vous partager qui aborde vraiment spécifiquement cette phase de capitalisation des résultats d'une évaluation interne et externe, avec des recommandations, avec des exemples concrets, des outils, etc. Donc, je vais passer rapidement. Maintenant, on passe à la partie externe. Quand on pense à l'externe, on pense surtout à la communication et la valorisation des résultats pour ces parties, pour ses partenaires, pour le grand public, pour alimenter un plaidoyer. Comment ça se fait concrètement? Donc, déjà, il y a un travail vraiment un peu stratégique d'identifier les cibles de la stratégie de communication, c'est-à-dire auprès de qui on va partager les résultats de notre évaluation, qui sont les cibles, à quel moment on va partager les résultats pour cette cible-là, parce qu'on va pas forcément et quel résultat ou quelle information je vais partager avec chaque groupe cible, parce qu'on va pas forcément partager les mêmes résultats avec chaque partie prenante ou au même moment. Même si on va partager un même résultat, on va dire, enfin, oui, un même résultat, on va peut-être pas l'expliquer de la même manière, on va peut-être soit mobiliser plutôt une chiffre, plutôt un verbatim, etc. Donc la stratégie de diffusion ne va pas forcément être le même en fonction des cibles. Donc il faut vraiment avoir une entrée par cible lorsqu'on pense à notre capitalisation externe. Euh, il y a aussi sur ça, un dernier mot que je dirais sur ça, c'est que il y a bien sûr des résultats ou des messages qui nous servent pour l'amélioration en interne, qu'on va pas forcément partager à l'extérieur parce que ce n'est pas pertinent ou parce que ce n'est pas souhaitable de partager à l'externe des impacts négatifs ou des impacts enfin des impacts attendus qui sont pas atteints ou voilà, peut-être la granularité de certains résultats ne vont pas forcément être pertinents pour l'extérieur, mais bien pour l'intérieur. Et c'est ça aussi l'intérêt de un peu penser à ces deux types de capitalisation séparés avant de les combiner. Il faut aussi penser bien au format, ça c'est très important, le format de communication qu'on va avoir, puisque le rapport, peut-être que vous allez faire un rapport d'étude d'impact de 50 pages, de 100 pages, ça existe. Un rapport de 50-100 pages ne va pas être lu par beaucoup de monde vous risquez de ne pas pouvoir passer les messages que vous souhaitez à tout le monde. Donc souvent, on voit beaucoup d'acteurs qui publient une étude complète pour les personnes qui sont intéressées et une synthèse en 2 pages, 5 pages, mais voilà, une synthèse avec quelques chiffres clés, avec quelques explications.
mais un format beaucoup plus accessible. Voilà, donc en tout cas, de bien réfléchir au format par lesquels vous partagez les résultats. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi un peu à la question des cibles, on va formuler des messages clés. Et donc là, pareil, ça va vraiment dépendre de la cible, parce que le message clé pour notre financeur ne va pas forcément être le message clé pour le grand public, pour nos bénéficiaires, etc. Donc bien penser à quel message je veux porter pour quelle cible, quels indicateurs sont les plus importants pour eux, donc selon eux, et qui sera le plus légitime à porter ce message de notre équipe, etc. Et c'est là où on va vraiment passer donc la phase de présentation, c'est-à-dire comment on présente et partage ces messages clés pour ces cibles, pour ces catégories cibles. C'est là où on va vraiment penser au storytelling, ou à la mise en récit de nos résultats et de nos impacts. Et ça, c'est vraiment très intéressant et assez stratégique. Vous pouvez avoir en tête déjà la différence entre, on dit compter et compter, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs et des effets différents qui soient provoqués par des chiffres ou des données cahiers et les verbatims ou plus des récits qualitatifs, voilà, des personnes. On peut avoir tendance à croire qu'il y a que les chiffres qui intéressent nos partenaires financiers, par exemple, alors que c'est surtout l'inverse qui est souvent vrai. Mais voilà, en tout cas, de penser aux deux et à la complémentarité entre ces deux types d'informations et comment l'un peut raconter, enfin, peut compléter l'autre aussi et d'alterner entre le compte et compter. Bien penser à varier les formats, comme j'ai dit, voilà, un format ne va pas pouvoir partager un message de la même manière. Votre rapport ou votre synthèse de rapport d'impact va pouvoir partager certains messages, mais pas d'autres. Si vous voulez partager un message beaucoup plus sur un registre émotionnel ou personnel, il est peut-être mieux de avoir une capture vidéo, j'ai vu déjà des groupes de théâtre qui jouent les entretiens, les résultats des entretiens devant des partenaires ou autres, à un événement, d'avoir un enregistrement vocal, enfin voilà, d'avoir d'autres types de formats en fonction du message que vous souhaitez partager. Et bien sûr, dans la présentation, il est essentiel d'être pédagogue, de expliquer pourquoi vous êtes arrivé à une certaine interprétation ou analyse, contextualiser ces résultats en fonction du projet, du territoire, etc. et expliquer votre démarche avec transparence. Donc, expliquer bien les limites de votre démarche, expliquer le choix de méthode, justifier tout ça. Voilà un outil on peut vous proposer, un outil, voilà, pareil, qui est assez simple et qui vous pouvez adapter, mais ça peut être intéressant de formaliser un peu ces questions-là que je viens de vous montrer, de formaliser un peu la stratégie de communication qu'on va avoir avec notre démarche d'évaluation. Quel message clé je souhaite porter à chaque partie prenante, donc à chaque cible, à quel moment, avec quel support ou format, pour quel objectif et qui va le faire, par exemple. Quel membre de l'équipe ou est-ce que c'est quelqu'un en externe ou etc. On a un exemple avec Jeunes dans la ville où voilà c'est relativement simple, mais pour notre cible financeur par exemple, on va identifier le message clé que nous on pense les intéresse le plus. À quel moment? Ah bah le bon moment, c'est à la réunion annuelle où on clôture le programme et c'est le bon moment pour partager ce type de choses. On sait qu'il faut que ce soit succinct, donc on a quelques chiffres clés verbatim qu'on a identifiés. Notre objectif, c'est bien sûr leur convaincre pour obtenir plus de financement et de soutien dans notre projet. Et qui le fait, on pense que c'est le dirigeant de la structure et la personne qui était référente de l'étude d'impact. Voilà, je vais pas avoir le temps de tout détailler, mais vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler, ce type d'outils ou de stratégie un peu de diffusion externe. Un petit checklist de quelques bonnes pratiques à avoir en tête quand on externalise les résultats, quand on valorise à l'extérieur nos résultats.
est-ce qu'on parle bien de l'impact? Donc là, je vous rappelle la chaîne de valeur de l'impact que je vous ai montré dans la séance d'information et même, je pense, dans la première séance de cette formation. Il y a une différence entre résultat et impact. Donc voilà, est-ce que ce que je raconte est vraiment bien dans l'impact? Est-ce que c'est plutôt des résultats? Dans ce cas-là, c'est pas grave, mais j'explique bien, enfin, je fais bien la différence dans la manière que je présente ces résultats. Est-ce que mes résultats répondent bien à la question évaluative et sont donc pertinentes et cohérentes avec ce que j'essaie de comprendre et de partager? Est-ce que l'impact social que j'ai trouvé est bien celle qui est recherchée par l'organisation? Est-ce qu'il y a eu des impacts inattendus ou peut-être négatifs et comment j'explique ça ou je partage ça? Est-ce que mes parties prenantes sont bien présentes dans la manière que je raconte ça? Est-ce que de qui je parle et à quel moment, et est-ce qu'ils sont bien présents dans les choses? Est-ce que j'ai bien expliqué le choix de méthode, le choix d'outils, les limites de ma démarche et comment j'ai obtenu certaines analyses ou interprétations? Là, c'est la partie transparence qui est essentielle pour la légitimité de votre positionnement et de votre démarche d'évaluation et bien sûr pour la partie posture éthique. Chaque étude aura forcément des limites. C'est inévitable et donc de bien juste justifier et assumer un peu aussi tout ça. Et enfin, de bien mettre en dialogue les résultats que vous avez obtenus et l'utilité sociale de la structure donc plus large et comment vous allez appuyer sur ces résultats pour votre pilotage, pour l'utilité sociale de votre structure. Pareil, il y a quelques recommandations que je peux vous partager, mais que vous allez retrouver dans la publication qu'on va vous partager par la suite. Donc, je me permets d'avancer parce qu'on est assez en retard. Je vais très très rapidement partager quelques exemples de communication et de rapports d'études d'impact et on va faire un micro-pause avant de passer à nos témoignages. Donc, on trouve ça intéressant de vous montrer quand même quelques bons exemples de communication, donc plutôt externe, d'évaluation. Comme ça, vous avez en tête un peu à quoi ça ressemble. Et bien sûr, on va vous les partager par la suite. Donc là, on peut vous partager ce rapport d'impact fait par Yuka avec l'accompagnement du cabinet Kimso. Donc, c'est un rapport d'évaluation, comme vous voyez, qui est assez succinct, qui est assez simplifié qui montre quelques chiffres clés avec bien sûr des infographies. C'est assez visuel, c'est simple à lire, on n'est pas noyé par d'informations. Les résultats sont bien contextualisés et il y a une transparence sur la méthode employée et les limites de l'étude. Ensuite, un exemple du filon. Alors le filon, ils ont eu deux formats un peu de leur restitution d'études. Il y a eu un format plus long et il y a eu un format en nuancier, donc qui est très visuel, qui est un peu ludique, etc. Donc c'est assez intéressant de penser à différents formats que peuvent prendre les rapports d'impact comme ça. On n'est pas, on peut avoir une certaine créativité aussi dans ça. Il y a bien une explication et une contextualisation des termes, de pourquoi la structure s'est lancée dans la démarche d'évaluation. Il y a bien un focus sur quelques chiffres clés, quelques données, mais pareil, on n'est pas submergé par des données. Et il y a bien une partie transparence sur la méthodologie où on explique pourquoi on a choisi telle méthode et comment on a conclu nos résultats. Donc, ça couvre bien. C'est assez pédagogue hein, la manière que c'est expliqué. C'est assez simple de comprendre. Donc, c'est plutôt un très bon exemple. Un dernier exemple, et ça, on vous partagerait le lien aussi, c'était un outil qui était produit pour les acteurs de garage solidaire, produit par la Vise et par une fondation. Et l'idée, c'était de proposer des outils de communication interne-externe pour des garages solidaires. Donc là, c'est intéressant parce que on a vraiment des outils de comment on valorise à l'extérieur.
les résultats de la démarche d'évaluation en fonction des cibles. Donc là, vous avez, donc ça c'était un format Excel, donc il y a vraiment une feuille pour chaque. Mais il y a un outil qui est vraiment pour les partenaires et les financeurs. Et donc, les choses qui soient mobilisées soient bien ciblées pour ce public-là. Et après, un outil qui est vraiment pour les destinations des donateurs ou du grand public, où on va effectivement pas forcément mobiliser les mêmes données ou les mêmes langages, messages. Donc ça, c'est aussi intéressant, surtout si vous êtes en réseau, etc. Et pensez à plusieurs structures, acteurs, avoir un petit kit un peu sur comment on peut valoriser nos résultats par ailleurs. Voilà, je vous propose de passer en pause rapide à ce moment-là, puisqu'on est bien en retard. On va faire une pause de 5 minutes. On va revenir donc à 52 et on va passer donc au témoignage. Comme ça, on est sûr d'avoir le temps pour vos témoignages, pour les témoignages de nos intervenantes et vos questions. Voilà, donc je vous propose de passer à 5 minutes de pause. Merci pour votre écoute. Je sais que c'était un peu sportif. On va faire une petite pause et on revient avec deux intervenantes. Merci. Bonjour tout le monde. On va donc reprendre cette formation avec une deuxième partie qui sera plutôt un peu beaucoup moins descendant et on va plutôt écouter deux retours d'expérience et ensuite avoir bien un temps pour vos questions et peut-être un partage de ressources, mais sinon vous allez bien recevoir des ressources par la suite. Nous allons faire comme d'habitude un emailing avec le replay d'aujourd'hui, les supports des trois séances et les ressources qu'on a évoquées lors de la séance. Donc là, on a deux interventions à vous proposer, deux retours d'expérience qui vont surtout aborder cette phase de capitalisation, de valorisation des résultats d'une démarche d'évaluation avec différentes pratiques et perspectives. Et bien sûr aussi, l'idée, c'est de vous partager un peu des bonnes pratiques, recommandations, conseils qui seront accessibles pour vos propres démarches. On a donc une première intervenante qui est Eva Ponti, déléguée générale de Le Filon. Donc vous venez de voir leur rapport d'impact comme bon exemple. On est ravis de t'avoir avec nous, Eva. Merci d'être là. Peut-être je te laisse juste brièvement présenter Le Filon. Et un peu avant de rentrer sur les questions sur la phase de capitalisation, peut-être tu peux nous dire en deux mots pourquoi vous avez choisi de mener une étude d'impact, un peu le contexte. Ouais. Bonjour à toutes et tous. Je suis Eva Ponti, directrice du Filon. Le Filon, c'est une association qui est située en Moselle et on a pour ambition et volonté de développer les projets de l'économie sociale et solidaire sur le territoire mosellan. On a deux outils, une fabrique à initiative qui est un dispositif d'ingénierie pour pouvoir faire émerger des projets de l'économie sociale et solidaire avec les acteurs du territoire. Et un deuxième outil qui est un incubateur avec trois parcours d'accompagnement. Et donc, on a voulu faire la mesure d'impact. Alors, pour être tout à fait honnête, au début, c'est parce qu'on sentait qu'il y avait une demande des financeurs qui était de plus en plus prégnante. Et puis après, on a essayé de faire de cette contrainte, ou en tout cas de cette demande, on a essayé de l'utiliser pour pouvoir se former en interne, parce qu'on l'a porté en interne, et qui nous permettait aussi d'être dans une logique de transmission auprès des incubés et auprès des porteurs de projets qu'on accompagne. Donc voilà, on a essayé de transformer la contrainte pour que ça devienne quelque chose de positif et une plus-value pour notre association. Merci beaucoup, Eva. Et donc, pour rentrer vraiment sur la thématique de ce matin, peut-être tu peux nous raconter quelle stratégie de communication vous avez mobilisée donc à la fin, enfin dans cette dernière phase de votre démarche d'évaluation, et pourquoi vous avez fait un peu ces choix-là, un peu nous raconter la réflexion derrière. Ouais.
Alors, moi, je suis issue de la com dans une ancienne vie professionnelle, donc on est très très attentif aux dimensions communication externe, également en interne, mais en interne on a procédé autrement. Et en gros, bah, une mesure d'impact, ça vend quand même pas des paillettes, hein. On va pas se mentir, c'est pas le truc le plus funky du monde. Donc du coup, on s'est vraiment posé la question de bah, comment on peut faire en sorte que les gens aient envie de le lire. Donc on a travaillé sur. En fait, on est vraiment parti sur l'idée qu'on allait marketer la mesure d'impact. Donc on l'a nommé, on lui a donné un nom. On a travaillé sur une charte graphique qui est vraiment dédiée à la mesure d'impact en partant aussi de notre charte graphique de départ. Et on a essayé de travailler des outils, oui, des supports de communication à la fois synthétiques, courts, et qui pourraient potentiellement donner envie d'aller un petit peu plus loin et d'aller lire le rapport dans sa globalité. Donc on est parti effectivement sur un nuancier. Donc là, je vous le montre, c'est plus parlant avec des codes couleurs. Donc, en gros, on a les codes couleurs bleus qui sont sur l'association générale, les couleurs roses qui est sur la fabrique à initiative et le jaune qui est sur l'incubateur. Très didactique. On a essayé vraiment de travailler sur des grands chiffres clés, des exergues de citations qu'on a eu en entretien qui nous semblaient intéressants. On a aussi vraiment rappelé notre méthodo voilà pour qu'on puisse travailler pour qu'on puisse être très transparent aussi dans notre manière de faire. Nous, c'est notre toute première mesure d'impact, hein, donc c'est complètement perfectible. Et ce qu'on aimait bien dans l'idée du nuancier, c'était que, en gros, c'est quelque chose qui est jamais fini. On peut rajouter des fiches potentiellement. Voilà. Donc c'était vraiment cette idée aussi de par le format qu'on choisissait, d'avoir quelque chose qui n'était pas fini et qu'on pouvait glisser dans les rapports d'activité. Truc bête, mais voilà, c'était aussi l'objectif. On peut en faire un éventail, hein, donc voilà, les gens peuvent en profiter quand ils ont chaud. Et on a surtout un QR code à l'arrière qui permet de flasher pour aller vers notre mesure d'impact qui est complète là pour le coup. Et là pour le coup, la mesure d'impact complète, donc je vous inviterai à aller la voir si ça vous intéresse. Moi, je l'ai faite sur Word, hein. Donc j'ai vraiment utilisé Word. J'ai juste demandé à ma graphiste de me donner les formes en PNG, enfin, en format image, que j'ai retravaillé et qu'on a remis en forme et qu'on a mis dans le format Word. Donc voilà, c'est pas du InDesign, c'est pas des logiciels payants. On travaille sur Canva, sur Word et sur Excel. Parce qu'on n'a pas les sous pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Après, effectivement, on a fait un effort sur l'impression, mais on a trouvé le nuancier aussi parce que c'était pas trop cher à la création. Et donc du coup, ça, on le donne beaucoup dans nos rendez-vous de prospection ou à l'ensemble de nos partenaires, où on leur explique qu'ils peuvent aussi aller voir notre mesure d'impact un petit peu plus approfondie. Et on a associé cet outil-là à une campagne réseaux sociaux, là plus grand public, où là on a communiqué que sur 10 chiffres clés. En fait, on a sorti 10 grands chiffres qui nous semblaient un peu symptomatiques de cette mesure d'impact et qui nous a permis voilà, de faire une communication plus grand public. Évidemment qu'on a choisi nos chiffres, évidemment qu'on ne va pas communiquer sur ceux qui sont moins bons. Par contre, on a fait une restitution auprès de nos partenaires, donc nos partenaires opérationnels et financiers dans une instance qu'on a 3 fois par an et auprès de notre conseil d'administration qu'on a vraiment associé aussi tout au long de la démarche. Alors, il y a un de nos partenaires qui est dans la visio, je salue. Voilà, là, on est rentré un petit peu plus loin, on leur a expliqué.
Et on a aussi mis en avant des chiffres qui nous plaisaient moins, ou en tout cas qui pouvaient aussi expliquer des hypothèses que nous on avait et qui nous a permis de retravailler pour pouvoir monter en puissance. Et c'est notamment comme ça qu'on est passé de 1 à 3 parcours d'accompagnement sur l'incubateur, par exemple. Et là, clairement, les partenaires étaient associés. C'est un peu foutraque mon truc, mais bon, j'espère que j'ai été assez claire. Voilà. C'est très clair, merci. C'est hyper intéressant aussi. Tu as un peu anticipé ma prochaine question sur un peu le choix de messages et de formats en fonction des cibles. Donc là, tu as évoqué déjà un peu la différence entre un peu les partenaires et grand public. Enfin voilà, comment vous avez un peu réfléchi à tout ça. Je ne sais pas si tu as d'autres retours à partager sur cet aspect-là et un peu comment dire, les retombées un peu de ça ou les effets que tu as peut-être observés de ces choix-là et en quoi c'était, euh, comment dire, heureux un Euh, peu. Au niveau des retombées, on avait, en fait, ça a été un très gros investissement pour la structure. On a passé 3 ans à faire cette mesure d'impact entre la formation, la mise en place des outils de collecte, l'analyse et la communication. Donc ces 3 années qui ont été assez denses, et donc du coup c'était aussi important que la communication soit à la hauteur de l'investissement des équipes et l'investissement de l'association sur ce lancement dans la mesure d'impact. Enfin, moi, en tout cas, ça me semblait important. Les retombées, elles sont pas dingues, hein. Enfin, soyons honnêtes, sur le grand public ou sur voilà, on a fait ce choix de l'investissement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on réinvestira de la même manière sur la prochaine. Par contre, on en est très fiers et c'est quelque chose qu'on peut ressortir facilement. Et surtout, on est pris au sérieux, c'est-à-dire que quand on va avoir un partenaire ou un nouveau partenaire lors des rendez-vous de prospection et qu'on sort notre petit nuancier, on a quand même un effet un peu waouh qui peut être impactant et qui peut légitimer les chiffres qu'on pose, qui peut légitimer notre discours. Et voilà, on n'est pas pris. Enfin voilà, ça permet de renforcer le sérieux de la démarche. Alors je sais, hein, c'est de la com, mais voilà, ça appuie ce sérieux-là. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et hyper important. Après, voilà, nous, on a fait ce choix de passer par une impression. Très sincèrement, ça peut se faire en interne avec une bonne photocopieuse, hein. On peut mettre une attache parisienne, on y a pensé, hein, ou juste on perfore et puis on fait un petit nœud. Enfin, voilà, des idées pas chères, il y en a. C'est possible en fait. Mais nous, c'était important pour nous de marquer un peu le coup pour cette première. Merci beaucoup, très intéressant. Et là, comme vous êtes, maintenant vous avez un tout petit peu de recul avec la démarche, un peu, comment vous réfléchissez à la capitalisation, enfin plutôt, pardon, pérennisation par la suite. Mm. Là, tu dis, voilà, donc il y a les questions par rapport aux ressources que vous imaginez investir pour la suite. Voilà, un peu comment vous pensez aux prochaines étapes à la fois de capitaliser sur la démarche que vous avez déjà faite et puis sur d'autres types de collecte de données d'impact. Ouais. Alors, donc déjà pour juste au moment de la création des indicateurs, donc on l'a vraiment travaillé en équipe. Donc on n'est pas très nombreux, hein, on est une micro-équipe. On a fait ce choix de mettre dans les critères de sélection des indicateurs la question de la facilité de la récupération de la donnée. Et en fait, ça, c'est un critère qu'on garde toujours en tête. C'est comment on arrive à gérer la récupération de la donnée. Et il y a des critères qu'on a volontairement exclus, même s'ils étaient super intéressants, parce qu'en fait, c'était trop de boulot et qu'on n'aurait pas pu le gérer. Donc voilà, donc ça, en gros, c'est intégré dans la méthode. Ensuite, on a fait un partenariat avec une université, enfin, avec 2 chercheurs. Donc, en gros, nous, on faisait partie de leur corpus de recherche et en échange, ils nous aidaient dans les entretiens quali. Donc, du coup, là, je leur ai demandé qu'ils nous fassent une formation flash. Donc là, on va l'avoir normalement sur le dernier trimestre pour qu'ils puissent nous former à l'entretien quali et qu'on puisse avoir un regard un peu plus
scientifique. Alors, on ne sera pas sociologue en une formation de 3 heures, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas de nous donner des petites clés de lecture et d'écriture qui nous facilitera la tâche sur les prochains entretiens quali. Ensuite, on a fixé aussi la fréquence, qui n'est pas encore complètement arrêtée, mais l'idée, ce serait d'arriver à une mesure d'impact tous les 3 ans. On trouve que c'est intéressant d'avoir quelque chose tous les 3 ans parce que ça permet vraiment de capitaliser sur de la donnée et du recueil de données et d'avoir ce temps aussi de l'analyse, en sachant que le travail sera quand même plus facilité dans le sens où on est formé, où on s'exonère aussi hein, d'un cadre très formalisé, où on se dit, bon, bah là, ça, peut-être qu'on peut le faire de manière un peu plus light, ça, peut-être qu'on peut le pousser un peu plus. Enfin voilà, après, on a un cadre, on s'adapte, c'est agile et chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. On a surtout nos outils. C'est ça qui nous a pris vachement de temps, en fait. C'est la formalisation des outils. Et on a également vraiment travaillé la mesure d'impact pour pouvoir capitaliser sur les bilans, donc avoir de la donnée bilancielle et de la donnée d'impact. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on va récupérer comme données va à la fois nous servir pour les bilans annuels qu'on fait auprès de nos financeurs, donc là, très quanti, très chiffré, et en même temps de pouvoir monter en compétence sur les entretiens qu'on va avoir avec nos différentes parties prenantes et sur le suivi. Sachant aussi que nous, la mesure d'impact, elle avait un objectif qui n'était pas anodin et qui n'était pas simple. C'est que, en gros, nous, nos bénéficiaires, c'est les porteurs de projets, quoi. Et l'idée, c'est qu'on sorte aussi de cette logique de go, no go des projets. On accompagne un projet, est-ce que le projet il sort, est-ce qu'il va être réalisé, est-ce qu'il va générer est-ce qu'il va générer de l'emploi. Alors, c'est de la donnée bilancielle qu'on va pouvoir utiliser dans l'impact. Mais comment, en fait, la mesure d'impact nous servait aussi à sortir du go, no go du projet et nous permettait de mettre en avant autre chose. Exemple, est-ce qu'il y a une montée en compétence des porteurs de projet, même si finalement son projet il se casse la figure? Est-ce que du coup, il y a une coopération territoriale qui se met en place en dehors du fait que le projet il sorte ou pas? Voilà, c'est ça qui. Est-ce que ça permet de générer de la sensibilisation à l'ESS sur le territoire, en dehors du fait qu'il y ait des projets qui sortent? Et en fait, ça nous donnait des billes et de la matière pour aussi appuyer le fait que notre association, elle a un impact plus large que juste on fait du projet, le projet il sort ou pas, qui est déjà un impact en soi. Donc voilà, donc après c'est hyper agile, il y a des choses qu'il va falloir qu'on bouge en termes de critères, il y a des critères qu'il va falloir qu'on rajoute, des critères qu'il va falloir qu'on enlève parce qu'au final on les a pas utilisés. Donc voilà, c'est aussi se dire bah dans les discours qu'on a auprès de nos partenaires, auprès de nos porteurs de projets, auprès des parties prenantes, quelles sont finalement les choses qu'on a le plus utilisées, les choses qu'on a moins utilisées pour qu'on puisse resserrer aussi et qu'on soit plus efficient. Super, merci beaucoup Eva pour ces partages. On va devoir passer à Émilie, mais je vois qu'il y a quand même quelques questions pour toi dans le Q&A, donc on va peut-être enchaîner avec Émilie et après on aura un petit temps de questions et il est possible qu'on débordera de 5 minutes donc pour celles qui peuvent. Je fais une partage très rapide de slides, mais juste pour bien mettre le nom. Donc, on a une deuxième intervenante, on est ravis d'avoir une deuxième intervenante avec nous ce matin, donc Émilie Schmidt, qui est cofondatrice d'Active Action. Et donc, qui va, pareil, nous faire un retour d'expérience de leur démarche d'évaluation et notamment de cette phase de capitalisation, valorisation dont on parle ce matin. Donc, pareil, Émilie, bon, déjà, merci beaucoup d'être avec nous et peut-être je te laisserai, comme Eva a fait, juste nous présenter rapidement Active Action, bien sûr, et puis un peu le contexte de départ de la démarche avant d'aller sur les questions de capitalisation. Merci, ben bonjour à toutes et à tous et bravo Eva, je trouve ça hyper intéressant le petit nuancier, ça donne envie. Voilà, je me suis dit tiens, moi c'est peut-être des choses qu'on pourrait faire aussi.
Donc Active Action, c'est une association qu'on a créée en 2014. Notre objectif, c'est de transformer les périodes de recherche d'emploi en des temps qui soient constructifs pour l'individu et pour la société. On travaille les enjeux de santé mentale, de développement de compétences psychosociales et d'engagement citoyen pendant ces périodes de transition. Et je dis ça parce que le monde a quand même beaucoup évolué entre 2014 et aujourd'hui, et notamment par exemple sur les enjeux de santé mentale. Et où nous, en fait, quand on s'est lancé, finalement, dès qu'on parlait des personnes en recherche d'emploi, le seul indicateur d'impact qu'on nous demandait, c'était le taux de retour à l'emploi, le taux de sortie positive, etc. Et nous, on voyait bien qu'en fait, il y avait beaucoup d'autres choses qui se jouaient pendant cette période-là. C'était aussi l'époque où il y avait les opérateurs privés de placement, donc qui étaient rémunérés en fonction du temps que les gens restaient accompagnés par eux, etc. Et nous, on accompagnait beaucoup de personnes qui avaient été un peu pressurisées par ces méthodes et dont il y avait des conséquences psychosociales qui étaient assez fortes. Et donc en 2018, on a eu la chance d'avoir un gros financement qui nous a permis de d'investir dans une personne à temps plein dans la mesure d'impact. Et ça, l'idée, ça a été de finalement de créer aussi nos propres indicateurs et de montrer qu'en fait, quand on accompagne des personnes en recherche d'emploi, c'est pas que le retour à l'emploi qui est important, c'est vraiment aussi tout l'aspect psychosocial autour. Autant pour la personne que finalement aussi pour son entourage. Et donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, au départ, on a commencé à investir dans la mesure d'impact. Et ensuite, en fait, ça a été hyper intéressant parce que ça nous a permis de beaucoup apprendre et de créer de développer une culture de la mesure d'impact en interne. Et donc depuis, on a toujours gardé cette compétence en interne et ça nous a amené finalement à créer un laboratoire d'innovation sociale qui a ouvert donc l'année dernière et pour continuer ben, finalement à apprendre et à capitaliser sur nos démarches de mesure d'impact en fait. Super, merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous raconter donc dans ces différentes, enfin depuis quelques ans, en quoi l'évaluation d'impact a été un vrai outil de changement pour vous, parce on en parle depuis le début de cette formation, mais voilà donc d'avoir à ton expérience comment vraiment ça se concrétise en outil de changement et puis un peu donc comment ça se manifeste un peu dans vos pratiques. Donc là tu as déjà parlé du lab, mais voilà un peu dans le quotidien aussi. Alors le fait d'avoir une mesure d'impact en interne, ça nous a déjà fait monter en compétence sur la question de la collecte de la donnée, sur l'analyse, ça nous oblige aussi à aller chercher les études scientifiques sur les sujets pour comprendre. Eva parlait avant des entretiens qualitatifs, donc nous on utilise aussi beaucoup les entretiens semi-directifs comme outil pour comprendre pourquoi on a de l'impact, parce que finalement la mesure d'impact, elle nous permet de savoir si on a de l'impact ou pas, mais pas forcément de savoir qu'est-ce qui génère cet impact, sauf quand on fait justement du qualitatif. Donc on utilise beaucoup ces outils. Ça nous permet d'apprendre en fait et de pouvoir surtout partager aux partenaires. Et ça c'est hyper, je pense hyper fort. C'est ce qui nous a permis aussi de créer des relations fortes avec certains partenaires où finalement on ne va pas que montrer, bah regardez c'est bien ce qu'on fait, donnez-nous de l'argent, mais plutôt regardez en fait voilà ce qu'on a compris. Voilà, voilà, c'est quoi les dynamiques qui existent bah, au plus près du terrain. Peut-être qu'il faut orienter aussi la politique publique d'une certaine manière pour répondre à certains enjeux, certains nouveaux enjeux. Ça permet de capter des signaux faibles, enfin ce nous on appelle des signaux faibles. Et bah, par exemple justement, on a peut-être pour être un peu plus concrète, euh, pendant toutes ces années où on accompagnait des personnes en recherche d'emploi, on avait l'intuition que la manière dont les gens sortaient de leur dernier emploi avait un impact sur la durée du chômage. Mais il n'y avait pas vraiment d'études là-dessus parce que finalement les études elles sont commanditées pas forcément par des associations qui accompagnent des personnes en recherche d'emploi, mais par d'autres acteurs qui ont d'autres intérêts. Et donc là, par exemple, avec le lab, on monte une enquête dédiée pour voir si cette intuition, elle est justifiée ou pas. Et donc du coup, après, derrière, potentiellement faire des recommandations et pouvoir discuter avec des partenaires sur ce sujet-là, en fait. Et voir si c'est peut-être un angle mort ou pas. Peut-être c'est juste un biais qu'on a parce que les personnes qui ont eu une expérience difficile viennent plus facilement chez nous. Mais en tout cas, au moins, ça permet de savoir et de comprendre. Et on a fait par exemple les mêmes démarches sur les enjeux de confiance, où en fait on se rendait compte qu'un de nos impacts
c'était qu'on améliorait la confiance que les personnes avaient envers les associations, les services publics de l'emploi, les institutions et les entreprises en général. Et du coup, on a utilisé la méthodologie de l'entretien semi-directif pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qui faisait dans notre accompagnement, qu'est-ce qui faisait que ça générait plus d'impact, ce qui n'était pas, enfin plus de confiance, ce qui n'était pas forcément, enfin grosso modo, pour être transparente, personne ne nous finance pour générer plus de confiance envers les institutions publiques. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ces données-là et de pouvoir avoir un dialogue avec les partenaires, qui est un dialogue qui est pas basé sur des convictions, mais qui est basé sur du vécu et de la donnée récoltée, quoi. Je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. C'est très passionnant. Merci beaucoup, Émilie. Et peut-être justement, donc là, tu as beaucoup parlé aussi du côté externe, etc. Et donc peut-être pour revenir aussi au côté interne, parce que voilà, il est pas toujours très simple, donc de mettre en place une vraie dynamique en interne, donc de collecte, mais aussi vraiment de d'amélioration, d'innovation, de motiver les équipes, d'être dans un aspect un peu collectif, enfin de bien mener les aspects un peu collectifs de tout ça. Peut-être tu peux nous raconter un peu comment vous avez fait, comment vous continuez de le faire, et quelles ont été les retombées pour aussi le pilotage ou les processus un peu de manière globale de la structure. Ouais, c'est vrai que je pense que ça c'est quelque chose qui est assez délicat parce que finalement des fois on peut avoir l'impression que la mesure d'impact c'est une évaluation parce que aussi des fois elles sont demandées par les financeurs pour évaluer. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire auprès des équipes et soi-même aussi d'être au clair, est-ce que finalement je fais ma mesure d'impact pour plaire à mon financeur ou est-ce que je fais ma mesure d'impact parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'apprendre. Et donc la manière dont on a cette intention-là, ça se retransmet aussi aux équipes et donc ça peut avoir un impact sur leur capacité de mobilisation, parce qu'en fait, on a besoin des équipes terrain pour mobiliser, pour trouver la donnée, etc. Donc, si les équipes terrain, elles adhèrent pas, c'est un frein. Et c'est dommage parce que du coup, comme tu le disais, Eva, c'est quand même beaucoup d'investissement en temps, en énergie. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un enjeu clé. Et donc nous, on a beaucoup travaillé sur la question justement de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça nous apprend? Et donc on organise ce qu'on appelle des revues de projet et où les personnes qui ont fait le projet, qui étaient dans le projet, elles vont pouvoir partager leur fierté, les difficultés, ce qu'elles pensent pouvoir faire différemment, ce qu'elles auraient aimé faire différemment, etc. Et donc on est vraiment dans un dialogue qui n'est pas du tout de l'évaluation. Euh, et ensuite, après, ben, on partage forcément les résultats aux personnes. Et en fait, aujourd'hui, c'est les personnes terrain qui nous demandent de mettre en place des protocoles. Parce que nous, enfin, comme on a beaucoup de types d'activités différentes, on a des manières de collecter la donnée qui sont différentes par type de projet. Et donc, en fait, maintenant, ça vient des équipes. C'est une volonté parce qu'en fait, elle voit que c'est un outil pour elle et en fait, ça donne du sens. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas le sous-estimer, c'est que quand c'est travaillé en collectif, la mesure d'impact, c'est vraiment ça donne du sens enfin, en fait, c'est ce pourquoi les gens viennent et se lèvent le matin. Et en fait, des fois, on est tellement pris dans des injonctions contradictoires avec les financeurs, etc., qu'en fait, on peut aussi utiliser la mesure d'impact comme un outil RH presque, j'ai envie de dire quand c'est co-construit bien sûr, hein, quand c'est pas pour évaluer, quand on est vraiment sur la volonté d'apprendre et de comprendre. Et donc nous on fait aussi, on a des équipes qui sont dans différents sites en France, donc on fait beaucoup de distanciel et on a une réunion chaque lundi matin et on a quelques minutes, 10-15 minutes par semaine, mais bon, finalement, ça peut aussi se faire plutôt une fois par mois, une fois tous les 2 mois, où on va parler des résultats qu'on a eu, de ce qu'on en a appris, et on dit aussi aux gens beaucoup d'échanger entre eux sur leurs apprentissages. Donc après, ça vit aussi à l'intérieur, et finalement, moi, ce que je perçois, c'est que en mettant en place une culture de l'impact, enfin, de la compréhension, de l'impact compréhensive, vraiment pas évaluatrice, mais compréhensive, ça donne aussi envie aux gens d'échanger parce qu'ils se sentent, j'ai envie de dire presque, enfin, un peu en sécurité de pouvoir échanger sur ce qui va et sur ce qui va pas. Et se donner des conseils parce que finalement le but c'est ça hein. Pour moi de la mesure d'impact c'est enfin avoir des chiffres pour avoir des chiffres bon tout le monde peut avoir des chiffres en fait. Le but c'est plutôt de savoir comment on apprend collectivement, des fois on le partage aussi avec d'autres acteurs externes. Ça c'est aussi super intéressant.
et avec les partenaires, quoi. Et aussi, on utilise certains outils de mesure d'impact avec les bénéficiaires de nos actions, si je peux utiliser ce terme, même si je l'aime pas trop. Là, par exemple, fin juillet, on va faire un atelier d'interprétation de données. Donc, on a fait une mesure d'impact, on a des chiffres, et l'idée, c'est de faire venir des personnes qui ont participé à cette mesure d'impact, qu'on leur présente les chiffres et qui nous donnent leur interprétation. Est-ce que c'est quelque chose qui les étonne ou pas? À leur avis, pourquoi il y a ces chiffres, etc. Et donc, c'est aussi une manière de mobiliser des bénévoles, des bénéficiaires, et donc d'avoir un rapport. En tout cas, moi, je trouve que c'est hyper passionnant ces temps-là. Et ça vient enrichir la mesure d'impact et donc ce qu'on peut aussi partager aux financeurs. Et peut-être pour la petite anecdote que j'aime bien raconter, c'est que au début, en fait, on utilisait aussi la mesure d'impact, même si on savait qu'on n'allait pas avoir les financements pour certains financeurs, on faisait quand même les appels à projets et on mettait notre mesure d'impact dedans, juste pour montrer qu'il y avait d'autres indicateurs que les indicateurs de sortie positive. Donc c'était une espèce de d'influence sous-jacente, pas sollicitée, mais ça peut aussi être un moyen de partager ces données en externe, quoi. Ah, moi, je t'entends pas. Je sais pas si c'est moi qui bug. Je t'entends plus. Là, Eva, tu Ah, m'entends? oui, Oui, là, je ouais, t'entends. là, c'est bon. Ok. Oui, je disais que c'est un très bon exemple de l'intérêt de vraiment réfléchir à ses propres indicateurs qui sont utiles pour soi-même et pas juste reprendre les indicateurs standardisés. Merci beaucoup. Je vais peut-être ouvrir aux questions du QR parce qu'il nous reste que quelques minutes et je vois qu'il y a quand même plusieurs questions pour vous deux. Il y a plusieurs questions sur effectivement le temps et les ressources nécessaires pour ce type de démarche. Donc là, pour Eva, il y avait plusieurs questions sur bon, déjà le combien de temps et investissement vous avez mobilisé pour, pour la démarche et est-ce que vous avez utilisé un ETP auquel coût tu penses avoir utilisé en ETP en euros pour le projet? Ouais. Alors, merci Émilie pour le témoignage. Et effectivement, moi, je rejoins sur le fait que ça peut aussi devenir un outil de RH, en fait, hein, pour pouvoir mettre une équipe d'un projet. Quand je disais le go, no go, nous, ça nous a permis aussi vraiment de montrer que bah, c'est pas parce qu'un projet ne sort pas que l'équipe, elle a pas bien bossé et de mettre en avant. Enfin, voilà. Et c'est hyper gratifiant aussi pour les chargés de mission. Alors nous, on est sur une toute petite structure, donc voilà, ça se gère un peu différemment. Voilà, de manière peut-être un peu moins formalisée. Donc, au niveau des coûts, on a une personne qui est référent sur la mesure d'impact, qui s'est formée, etc., mais ça correspond à 0,1 ETP. Après, on a beaucoup travaillé cette mesure d'impact dans le cadre de réunions d'équipe que je n'ai pas évaluées en termes d'ETP. Mais en gros, ça devenait un outil de pilotage, quoi. Donc, pour moi, c'est pas, il n'y a pas un pôle mesure d'impact. C'est la mesure d'impact au service de nos pôles et de notre travail opérationnel. Donc, voilà, c'est pas, en tout cas, intégré comme un coût mesure d'impact, comme un fléchage vraiment spécifique. C'est plus, c'est plus poreux que ça, quoi, en termes de frontières. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de répondre. Je vous fais une réponse de Normande complète. Donc, en tout cas, 0,1 ETP qui a vraiment travaillé sur la mesure d'impact. Au niveau de la communication, le Word, c'est moi qui l'ai fait, donc j'y ai passé un coup certain. Avec le reste de l'équipe, il faut en gros se dire que ça a fait 0,2 ETP et on a pris une stagiaire en communication pour faire, enfin, elle n'a pas fait que ça, mais ça a été une de ses missions de travailler sur la création de la charte graphique. Et après, pareil, ça a été intégré vraiment dans notre feuille de route quotidienne, en fait. C'est pas quelque chose qui a été, ça a été absorbé, en fait. Voilà.
En gros, il y a eu 50 jours pour Erwan, plus 5 jours avec toute l'équipe, vraiment dédiés à la mesure d'impact. On a balisé des journées ou des demi-journées vraiment pour pouvoir travailler sur des temps un petit peu clés, la construction de la question évaluative, la construction de notre référentiel d'indicateurs. Tout ça, c'est vraiment des temps un peu clés qu'on a travaillé en collectif. Donc voilà, nous on estime à peu près à 10 KE le coût interne. Et on a tout internalisé. Voilà. Merci beaucoup, Eva. J'espère que mon son est mieux. Je vois Oui. que c'est ouais, c'est mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, mais tant mieux. Et juste, je Donc, voudrais rebondir sur le cadre de travail trop rigide. Bah, en fait, non. Justement, pour moi, c'est pas, c'est un outil, la mesure d'impact. Hein. C'est pas une finalité en soi. Hein. Enfin, moi, je le vois vraiment comme un outil. De toute façon, du reporting, on est obligé d'en faire. Donc, bah, essayons de le rendre plus quali, quoi. Enfin, voilà. oui, tout à fait. Tout à fait. C'est quelque chose qu'on partage beaucoup à la lise. C'est bah, si s'il y a des demandes ou des obligations d'indicateurs de reporting, vaut mieux tourner en quelque chose qui est utile pour le projet, pour les parties prenantes. Donc, c'est sûr. Peut-être une dernière question et après on va devoir conclure. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour les questions que j'aurais aimé. Mais peut-être une dernière question que je vois pour vous deux, un peu de raconter les principales difficultés rencontrées. Donc voilà, il y en a plein, j'imagine. Mais peut-être surtout sur peut-être cette phase de capitalisation, valorisation des résultats. Euh, voilà, si vous avez des choses à partager. Je peux y aller si tu veux, Eva. Moi, je trouve que la difficulté, c'est la collecte de données, en fait. C'est comment on s'assure que c'est le même protocole partout, qu'il est bien suivi par tout le monde. Donc, le côté embarquer les équipes, pour moi, il est clé. Enfin, en tout cas, euh, dans, dans nous, notre démarche, parce qu'en fait, finalement, il faut s'assurer que les questionnaires, par exemple, ils arrivent jusqu'aux bénéficiaires, jusqu'aux personnes avec qui on veut, dont on veut récolter la donnée, que ça soit bien compris, que ce soit pas mal perçu aussi, parce que bon, en fonction du type de personne avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec des personnes qui sont assez vulnérables ou qui ont de la défiance justement envers des institutions ou envers euh, les gens en général, en fait, ce type de questionnaires peuvent paraître intrusifs. Donc, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des personnes, auprès de qui on collecte la donnée. Donc ça, nous, on a vraiment beaucoup travaillé ça, le discours, la posture, comment on présente la démarche, à quoi elle sert, comment on en rend compte aussi aux personnes qui ont participé. Ça, c'est super important aussi, c'est de toujours penser bon, le rendu auprès des personnes qui ont contribué. Et ça peut être aussi une des difficultés parce que des fois, bah, on n'a pas le temps, quoi. On est pris dans le reste des opérations, etc. Donc, je dirais que dans les difficultés rencontrées, c'est embarquer les équipes, donc bien les former, bien euh, les acculturer. Et travailler la posture aussi. Et enfin, je sais pas si on est plutôt sur des dirigeants ou des personnes qui seraient en charge de ça, mais en fait, je trouve que l'implication des équipes, elle tient aussi de beaucoup comment est-ce que les personnes qui portent la démarche, elles se positionnent, quoi. Est-ce qu'elles sont dans une démarche sincère de compréhension, ou est-ce qu'on est quand même sur voilà, de l'évaluation, de la remise en question, et nous, vraiment, on travaille beaucoup le rapport en fait, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, le but, c'est d'en apprendre. Et c'est ça qui fait sens, parce que du coup, derrière, ça nous permettra d'ajuster nos actions, etc. Et donc, c'est vraiment euh, ne pas lésigner sur euh, ouais, le discours d'apprentissage, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment clé pour les équipes. Merci Amélie, super intéressant. Eva, je te laisse compléter. Ouais, donc nous, bah, la collecte, hein, effectivement, c'est quelque chose qui peut être lourd. Alors, on est une petite structure on a moins de bénéficiaires directs, donc c'est pas forcément à cet endroit-là. C'est juste faut relancer, voilà. Ça, c'est long, c'est chiant. Enfin, voilà, c'est un peu pénible. Le fait de créer des automatismes aussi, des automatismes de questionnaire, de toujours penser à avoir un questionnaire en fin de machin. Enfin voilà,
Et même encore maintenant, on a des loupés, hein. Enfin, nous, c'est notre toute première mesure d'impact. On est encore des bébés là-dedans et je pense qu'en fait, on restera des bébés ad vitam aeternam parce que c'est hyper agile, mais voilà, c'est comment on crée des automatismes sur des ateliers ou des événements ou des rencontres. Et puis, moi, je trouve que là, on a eu notre première, on l'a sortie, on était tout contents et c'est hyper dur de s'y remettre. Voilà. Là, la prochaine, bon, on fait, mais en mode très. Là, on est assez cool. Va peut-être falloir qu'on accélère un peu la démarche, mais voilà, il faut qu'on se remette vraiment dedans et des fois, c'est pas évident parce que ça nous a demandé quand même pas mal d'énergie pour cette première. Bon, Et voilà. oui, Hum. tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 voilà. Merci énormément. On va devoir malheureusement conclure parce qu'on arrive à 30. Mais déjà, merci beaucoup, Émilie et Eva, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je vois beaucoup de commentaires dans le chat en quoi c'était très riche et très inspirant d'avoir des témoignages pour compléter justement. On a fait 3 séances assez denses et descendantes. Donc, c'est vraiment très, très riche d'avoir vos retours d'expérience, vos partages de pratiques. Donc, merci énormément toutes les deux. On vous encourage bien sûr de regarder, de consulter les sites d'Active Action et le filon aussi pour en savoir plus. Et je tiens donc, comme c'est la dernière séance de Cap Impact, je tiens à remercier tous les participants pour votre écoute ces 3 dernières semaines. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'écouter des heures et des heures par visio. En plus, on avait eu 2 canicules, donc merci énormément de votre écoute, de votre attention. On espère vous avoir partagé vraiment des informations et des outils pratiques. On espère de vous avoir vraiment vous mis en position de mettre en place des pratiques d'évaluation. Vous allez recevoir donc les supports, les ressources, etc. par la suite. Je vais mettre dans le chat, mais vous allez recevoir par la suite aussi un sondage du bilan. C'est l'occasion pour nous de regarder notre impact sur vous avec cette formation. Et de voir comment nous on peut s'améliorer. Je vous remercie par l'avance de prendre les 10 minutes pour répondre au sondage. Et voilà, et on va conclure. Et donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez regarder avis.org pour plein d'autres ressources, réponses à vos questions, etc. Merci beaucoup tout le monde. Merci Eva et Émilie. Et donc, passez une très belle été, je pense. Voilà. À tous.